C'est compliqué d'être maître de son destin quand on est producteur maintenant et de faire vraiment ce qu'on a envie de faire. Pour que la télévision soit un... Non, j'ai dit, bah voilà, je vais faire autre chose. Et le métier qui m'attirait, c'était la production. Grâce à Alain Auclair, qui était un homme merveilleux, qui était directeur général de la SFP, qui après était patron de la FEMIS, il m'a placé auprès de Marie-Françoise Mascaro, qui était directrice de la création. C'est un nouveau poste qui avait été créé. Et donc, j'ai travaillé 4 ans avec Marie-Françoise. J'ai appris les coproductions, j'ai appris les devis, j'ai appris les budgets. Et Marie-Françoise, tout ça a explosé, il y a eu des diminutions de postes. Elle est partie. Et au bout de 6 mois où elle était partie, moi, je voulais vraiment devenir productrice. Et on produisait du côté de la SFP les 5 dernières minutes. Dites, vous savez ce que c'est, vous, le hard? Quoi? Le hard. Le hard? Aucune idée, non? Et vous? C'est comme du rock, mais plus lourd. C'est vraiment plus lourd? J'ai proposé de produire, moi, à la place de Marie-Françoise, qui était partie les 5 dernières minutes côté SFP. On n'a jamais voulu, personne n'a... On me proposait un poste de gestion du planning des directeurs photos, donc passionnant pour moi. Et donc là, ça faisait 34 ans que j'étais là. J'ai tout fait pour me faire licencier. Et donc, j'ai fini par tout démolir dans mon bureau parce qu'il me laissait pendant 6 mois à rien faire. J'ai passé des tas d'entretiens pour aller occuper un poste de productrice chez Pathé. Et puis, Canelo, je l'avais vu, ça a collé, il m'a appelé, il m'a engagé, voilà, en prenant beaucoup de risques parce que j'avais jamais produit. Et puis, au bout de 6 mois, il m'a nommée directrice de la création. Cordier, c'est pas moi. Cordier a été créé par Nelly Kapski, il faut rendre à César. Et quand je suis arrivé, Cordier battait de l'aile, c'était un peu le bordel. Donc, on m'a demandé de rencontrer Claude de Givray, toute l'équipe, c'était un peu bizarre. La seule chose que j'ai faite de nouveau par rapport au Cordier, c'est d'installer ce qu'il n'y avait pas, un directeur de collection, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et donc, j'ai pris Alain Robillard, voilà. Et puis après, il y a Joël Calvignac qui m'a rejoint, qui travaillait déjà dans mon équipe et qui a produit avec moi les Cordiers jusqu'au bout. J'en avais marre des séries, parce que j'avais fait les 5 dernières minutes. J'avais beaucoup cogité là-dessus. J'en avais marre des séries où on voyait que les flics étaient des choses qui sortaient, on ne savait pas d'où ils venaient, où ils allaient, quelle était leur vie. Et je me suis dit, il faut créer des flics dont on connaît la vie et où la vie sera aussi le fil rouge. C'est là que, par mon mari, Jean-Dominique de la Rochefoucauld, avec qui il avait travaillé, j'ai rencontré Frédéric Krivine, en lisant son premier bouquin qui s'appelle Arrêt obligatoire, qui est absolument génial. J'ai rencontré Frédéric, ça a été une rencontre extraordinaire pour le métier, pour ma vie. Je lui ai dit ce que je voulais faire. J'avais écrit 2 flics, dont un est veuf et l'autre vient de province. Ils l'hébergent et donc ils ont une colocation et ils étaient des flics de nuit. Et on a beaucoup parlé avec Frédéric et on a créé la Bible de PJ ensemble. Voilà. Ça a été très, très dur de... Moi, j'ai besoin d'une réponse claire, maintenant, là. Après de le vendre. Moi, j'y croyais beaucoup, 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 parce que je sentais que c'était vraiment... D'abord, c'est une envie profonde de Frédéric et de moi. C'est pas venu d'une commande, c'est pas venu... Il s'est trouvé que la chance qu'on a eue, c'est que on tombe au moment où Nicolas Traube est devenu directeur de la fiction et qu'elle a eu envie de faire des 52 minutes. Donc, c'est une rencontre fantastique. Il se trouve qu'en plus... moi, je connaissais très bien Gérard Vergès, dont j'avais été la script. Pendant des années, on a fait des tas de trucs très rigolos ensemble. Gérard venait de faire Un grand vent de fleurs, qui avait été un énorme succès pour Nicolas Traube.
et que j'ai tout de suite dit, c'est Gérard que je veux. Et Nicolas m'a dit, bah, c'est génial, c'est celui que je voulais. Et c'est Gérard a eu cette invention extraordinaire, a créé ce décor, et a eu cette invention de 2 caméras en permanence sur le plateau. On a cassé tous les codes de tournage qui se faisaient à l'époque. Ça a été, personne ne voulait tourner à 2 ou 3 caméras, on a été les premiers. On a fait un décor à 360 degrés. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Et les gens, le métier, oublient complètement ce qu'était PJ. À l'époque, on a eu la couverture du Monde, on a eu un dossier dans le film français. Enfin, ça a été vraiment une révolution. Et tout ce qui découle s'est fait après. On a inventé le showrunner, enfin en France, parce que ça existait aux États-Unis, personne ne connaissait. Et donc Frédéric, en tant qu'auteur de la série, auteur de la Bible et auteur avec moi, est resté sur la série. Il voyait tous les rushs, il a assisté au casting, tout passait par lui et par moi. Il faisait des notes au metteur en scène, c'était un showrunner avant la lettre. Et je crois que le succès de la série est qu'on a inventé tout ça. On a pris des comédiens, le casting a été fait par Christiane Lebrima, avec des très, très, très bons comédiens de théâtre. On s'en foutait du physique. On choisissait les meilleurs comédiens dans les meilleurs rôles. Et je crois que c'est ça qui a fait toute la qualité de la série. Et moi, j'ai toujours privilégié le rapport réalisateur, auteur, metteur en scène. Je ne comprends pas qu'on puisse faire des séparations. Et pour qu'une production marche et qu'un film soit réussi, il faut travailler main dans la main, les trois. Moi, je l'ai vue à une fête du syndicat. Et alors, elle est bien? Elle a du charme, avec de gros moyens intellectuels. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que c'est un boudin avec des gros seins. Vous êtes vus, vous? Les 3 petits mecs, là, genre dragueurs de banlieue, complètement rassis dans vos vannes de collégiens. Ah, t'as vu, la fille, elle est pas terrible, hein, alors c'est un boudin. Mais c'est pas vrai, mais vous avez des bites à la place du cerveau, ou quoi? Par contre, si on fait une blague raciste, alors là, c'est pas la même chose, hein. Vous êtes tous très, très motivés, hein. C'est touche pas à mon pote, hein. Par contre, les femmes, elles, c'est toujours ou des putes ou des boudins, ça bouge pas. Et je voudrais quand même préciser, parce que la télévision a la mémoire courte, qu'on a créé le premier atelier d'écriture qui ait jamais existé, et on a recréé la première série de 52 de polar. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis, on a tendance à l'oublier, et PJ, plus personne n'en parle. Mon but était de produire une télévision qu'on n'aurait pas fait dans les années qui précédaient mon métier. Donc, je voulais trouver des sujets innovateurs dont on ne parlait pas et qui n'avaient jamais été traités à la télévision. Donc, c'est comme ça que, voilà, même dans des genres très différents, on a inventé une femme chauffeur d'autobus. Écoutez, laissez tomber, je ne débrouillerai. C'est quand même la seule série où la récurrente était chauffeur d'autobus. C'était Annie Dupéret qui était découverte et qui se lançait dans la mode. Non, mais pas comme ça. Écoutez, vous la dessinez 10 fois plus grosse que mon bus. Oh, ça va. Bon, écoutez, monsieur, je suis pas une bête curieuse, hein. Je me rends bien compte que je suis pas du style de la maison, mais c'est pas une raison pour me dévisager comme ça. Ça vous dirait de devenir mannequin? Il est amusant, votre patron, hein. Non, non, je suis sérieux. Je cherche quelqu'un pour incarner ma nouvelle collection. Enfin, je cherche une idée. J'ai une tête d'idée, moi? Bon. Moi, je regarde tout. Je lis 5 magazines par semaine. Je lis les journaux. Je suis très politisé. Donc, j'essaye de me nourrir de plein de choses. Et un jour, je regardais le CI et je vois une image absolument faramineuse comme s'il y avait un champ d'enfants crucifiés. Un viticulteur qui ne pouvait pas payer. Alors, on allait lui prendre ses vignes. Il les a brûlées. Et là, j'ai dit, il y a un sujet de télévision. Il faut faire un truc sur la vie de ce viticulteur. Ce qui n'avait jamais été fait, c'était même pas dans les années 2000, je crois. Et là, j'ai appelé Christian François et on a écrit un scénario. On a fait ce film. Par exemple, quand j'ai fait Tramontane, qui a été le feuilleton qui a refait 10 millions de téléspectateurs sur TF1, c'est parce que j'avais envie de parler d'une région qui était les Pyrénées-Orientales, qui était un lieu de passage où il y avait eu les communistes républicains qui étaient passés en France, les Juifs et les résistants qui passaient, il y avait les Cathares, et je me suis dit, ça, c'est l'endroit pour un feuilleton avec des destins qui se croisent, et c'est comme ça qu'on a fait Tramontane.
5 minutes. Tu vas voir, à Vermeil, il y a des fleurs partout. Les gens sont gentils, on peut se baigner et faire du ski dans la même journée. Manger du chorizo et boire du vin Estrella, le meilleur du pays. J'espère tellement que ça va te plaire. Ah, tu m'as promis le paradis, alors hein, faut t'accrocher. Je voulais aussi que tu connaisses ta famille. Ils vont venir à la gare nous chercher, tu crois? Écoute, Jérémy, j'aurais dû t'en parler avant. Tu sais, quand je suis partie il y a 15 ans, c'était pas seulement pour voir du pays. Dans l'accident qui a tué ta grand-mère, c'est moi qui conduisais la voiture. Je venais juste d'avoir mon permis et j'insistais pour prendre le volant. Les freins ont lâché. J'ai paniqué, j'ai pas su maîtriser la voiture. Merde. Mais c'était pas ta faute, c'était les freins. Ton grand-père n'a pas vu les choses comme ça. J'essaye toujours de trouver mes sujets dans ce qui me passionne et dans ce qui est susceptible d'arriver. Avec Riville, nom de code d'épée, donc que tout le monde a oublié, a été en 2002 une mini-série qui racontait comment la DGSI introduisait un beurre dans un réseau de terrorisme, et on a décrit tout ce qui s'est passé en 2015, c'est-à-dire les cellules dormantes en Belgique, les mosquées, comment l'attentat, voilà. Ça, et donc ça fait très très peur et ils l'ont passé à 11h du soir, mais je crois que c'est la plus belle mini-série que j'ai faite, avec Anne Brochet. Excusez-moi, oui. Je suis un peu perdu là. En fait, je sais pas où dormir, on m'a dit qu'on pourrait peut-être m'aider ici. La mosquée, c'est pas un hôtel. Tu es un bon musulman? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui le sait, non? Va voir les mêmes, peut-être qu'il connaît des frères qui peuvent t'aider. J'ai fait des choses, par exemple, j'ai eu le nez de prendre les droits avant tout le monde de l'institutrice qui avait écrit Claire Chazal. Donc évidemment, TF1 est obligé de me le commander. Donc on a fait l'institutrice qui a été le seul 7 d'or en fiction à l'époque qu'a eu TF1. Bon, j'ai beaucoup de... Pour des raisons différentes, quand on a fait Retrouver Sarah... Puisque tu m'aimes pas, plus personne t'aimera jamais. Une histoire vraie de cette jeune femme infirmière que j'ai rencontrée, dont le mari iranien s'était radicalisé et avait enlevé la petite fille et avait été retrouvée au Canada grâce à Alerte Enlèvement. Et on a fait cette très très belle mini-série qui s'appelle Retrouver Sarah, en coproduction avec l'Espagne. Ça, c'est un très grand souvenir. On a eu des technocrates, donc là, ils ont voulu se mêler beaucoup de la fiction, et maintenant on est à l'ère du marketing. Les gens qui décident sont issus des écoles de commerce et non plus du tout de Normal Sup ou des auteurs comme on avait, ou des vrais artistes comme il y a eu Claude de Givray, il y avait Didier Decoing, ces gens qui décidaient des fictions. Maintenant, c'est une politique complètement différente. J'ai été censuré sur PJ. On avait fait des épisodes qui montraient un mariage forcé musulman. C'est passé sans problème. On a fait un épisode qui montrait un prêtre abusif. C'est passé. Et on a fait un épisode où on montrait le neveu d'un rabbin qui foutait le feu à la synagogue. On ne nous a pas passé. Je veux voir un avocat. C'est toi qui as fait ça. Pourquoi je vous répondrais? On me tabasse dans la rue et vous me rejetez. Élie, c'est vous qui avez mis le feu à la synagogue. Pendant 10 ans, vous êtes complètement investi, la tête dans le guidon, sans concession. Puis un jour, vous avez été agressé. Ça vous a ouvert les yeux. Un intégrisme contre un autre. Capitaine, vous n'avez pas... Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que c'était mon attitude vis-à-vis du monde extérieur qui avait provoqué cette situation. Que c'était de ma faute. C'est dégueulasse de dire un truc pareil. Vous aviez pas le droit. Asita Etse? Oui, c'est moi. Et on s'est bagarré et ils ont fini par le passer.
Les producteurs ne sont plus responsables de leur ligne éditoriale. C'est plus eux les patrons. Les patrons, c'est les diffuseurs. Et je trouve que, alors sauf des gros groupes qui font un peu peur et qui arrivent peut-être à faire des choses, mais les producteurs classiques, traditionnels, tels qu'on était, n'ont plus les moyens d'imposer leur choix. Ils sont les producteurs exécutifs des diffuseurs. En fait, maintenant, pratiquement, on ne peut plus choisir son metteur en scène, on ne peut plus choisir son casting. Même les auteurs, quelquefois, on nous demande de les changer. Il y a une intervention extrêmement précise au montage. Et moi, ce qui me choque, et ce qui m'aurait choqué si j'avais conduit... Parce que moi, je me suis arrêté à la limite de ça. Parce que j'ai jamais voulu qu'on m'impose un casting. Je trouve que c'est le metteur en scène qui est, avec le producteur qui doit être... C'est lui qui sait. C'est pas des gens qui ont fait des études dans des bureaux qui savent ce qu'est un acteur. Voilà, ce manque de liberté qu'ont les producteurs maintenant nuit totalement à la qualité de ce qu'on voit. On a toujours les mêmes acteurs. Je peux plus regarder un polar. Au bout de 2 minutes, je sais qui est l'assassin. Parce qu'en général, quand on prend un guest, on le fait pas venir pour qu'il fasse de la figuration. Donc souvent, c'est le guest l'assassin. Il faudrait qu'il y ait plus de décideurs en fiction, partout. À un moment, on m'a pressenti pour prendre la direction de la fiction de France 3. Bon, ça s'est pas fait. Puis après, on m'a pressenti pour prendre la direction de la fiction France 2, France 3. Bon, c'est à l'époque où mon mari était très malade, et voilà. Et moi, mon idée était de prendre des gens, dont un peu du métier, à qui j'aurais confié 8 programmes par an, 10 programmes par an, pour qu'il y ait une diversité qui s'exprime. Parce qu'on sait bien que les chargés de programme, c'est quand même le directeur de la fiction qui décide. Donc, ils sont là, eux, pour faire respecter des codes d'écriture, des codes de casting, des codes... C'est vrai que les plateformes sont arrivées et qu'avec les moyens qu'ils ont, il y a une telle façon de tourner. Mais maintenant, même je trouve que quand je regarde Netflix ou quand je regarde, tout se ressemble un peu, quoi. Il faut... Voilà, c'est peut-être que les gens vont retourner au cinéma. Les échecs, c'est des téléfilms que j'ai pas pu faire. Parce qu'on les a commandés, notamment on avait une série il y a 10 ans avec Frédéric Rivine, toujours, sur une brigade financière qui racontait tout ce qui se passe depuis 10 ans dans les évadés fiscaux, les PDG qui utilisent leur carte bleue pour autre chose que... Voilà. Avec Frédéric, toujours, TPI, qui était l'histoire de 2 flics du tribunal pénal international, qui était magnifique. J'avais fait écrire aussi, avec il y avait Laurent Mondy, une série sur les journalistes. Et pour montrer à l'époque que tous les journaux étaient maintenant rachetés par des grands groupes financiers et qu'il n'y avait plus de liberté de presse. Donc voilà, c'est toujours un peu les mêmes sujets. J'ai eu un film qui est resté sur les tiroirs pendant 3 ans, je crois, et qui est sorti un 13 juillet, donc veille du 14, avec tous les gens qui bougent. C'est la plus mauvaise date de programmation de l'année. Et la deuxième diff qu'ils avaient, ils l'ont passé le même soir à minuit. C'était un film sur le cancer du sein, dont le directeur de la fiction m'a dit « Tu as fait le film que je rêvais d'avoir ». Le film était très beau, c'était Vogue la vie. Et ce film n'a pas plu à une adjointe de la programmation parce qu'elle a eu peur du cancer. Elle a dit « ça va faire peur », etc. Au niveau du coût de programmation, le 13 juillet, en général, on passe des rediffs. Et là, ça coûte une fortune. Et il y a beaucoup de films comme ça. C'est une gabegie, pas seulement une gabegie, mais les droits d'auteur ne sont payés que quand le film était diffusé. Donc voilà, c'est pas la seule gabegie en France. Pour la République et la citoyenneté, moi je disais que PJ était une série citoyenne parce qu'on a eu qui racontait, on n'a jamais tapé sur les flics pour taper sur les flics, on a essayé de rendre la vérité la plus proche possible. D'ailleurs, on avait tous fait des stages dans des commissariats. Après, je pense que Plus belle la vie est aussi une série citoyenne qui ne donne pas qui dit pas ce qu'il faut faire, mais qui montre et qui essaye d'expliquer. Et d'ailleurs, la meilleure preuve que j'ai fait des séries citoyennes, et
républicaine, au sens large du terme, c'est que j'ai reçu des menaces nazies, des menaces fachos, à tel point qu'on était obligé de faire un procès avec France Télévisions contre des menaces que j'avais reçues après PJ, et qu'on était épinglés dans le bureau de Minute comme les séries à abattre et les gens à abattre, et que j'ai eu des grosses menaces qui ont été prises très au sérieux sur Internet. Quand j'avais 18 ans, ou 19 ans, que je ne pensais pas au métier de producteur, mais je me disais, si je faisais des films, qu'est-ce que je voudrais faire, Tendre et violente Élisabeth d'Henri Troyat. C'était, à l'époque, ça paraît cucul la praline maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de trucs, et donc on lisait. Et moi, j'avais adoré cette héroïne moderne qui avorte en 45. Et puis, je n'ai eu de cesse, quand j'étais producteur, de faire Les Semailles et les Moissons. Et puis, j'ai eu la chance que Nicolas Troupe, quand il était diffuseur, il voulait faire les Semailles, on est de la même génération, il voulait faire Les Semailles et les Moissons, donc il me l'a commandé. Donc, j'ai mis 20 ans, mais j'ai fait Les Semailles et les Moissons. Et il y avait un autre livre sur lequel je suis tombé qui s'appelait La Faux de René-Victor Pile. Et avec mon mari, on a mis 15 ans et on a fait La Faux. Je crois que c'est l'acharnement. Oh là là, ce pauvre métier, il est passé de la... à mon époque, les réalisateurs étaient les rois. Même un peu... Quand on est roi, il y a un peu d'abus. Dans Plus belle la vie, d'ailleurs, c'était un peu... Le réalisateur n'était rien au départ. Moi, je n'étais pas d'accord, mais il y avait un cahier des charges, et puis c'est tout juste... Moi, je me suis beaucoup insurgé là-dessus. Et d'ailleurs, on a eu des gros problèmes parce que je trouve que la réalisation, au départ, c'était pas ce qu'il y avait de mieux dans Plus belle. Puis petit à petit, on a laissé les réalisateurs plus libres maintenant. Ils viennent aux réunions, enfin... Ils ont, voilà, il y a un peu plus, il y a plus de liberté, c'est-à-dire qu'on leur dit, ils savent ce qu'on veut, et après, c'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Ça, c'est déjà une chose. Il y a un jeunisme. Les diffuseurs préfèrent un jeune réalisateur qui a fait 3 trucs comme assistant et un petit clip ou un petit docu, et il le préférera un réalisateur qui a du métier, parce qu'ils pensent qu'il aura plus, je pense, de pouvoir sur lui. D'abord, ils sont payés moins cher. Et puis donc, il y a une espèce de maintenant où on prend... voilà. Et à 50 ans, on est considéré comme étant vieux maintenant, réalisateur. Que ce soit n'importe quelle chaîne, d'ailleurs, les diffuseurs reprennent toujours à peu près les mêmes qui ont fait le dernier succès ou qui ont... et comme les acteurs, c'est un peu... Il n'y a pas un éventail extraordinaire où on retrouve toujours les mêmes nanas dans les mêmes rôles. Voilà. Donc c'est un manque d'imagination, un manque de risque, un manque qui est quand même assez général. J'ai une bonne connaissance de l'écriture qui fonctionne. En tant que script, j'ai dû participer à 300 ou 400 fictions. Et en tant que productrice, je suis pas loin de 250-300. Je connais très très bien les comédiens. Et j'ai de l'imagination, voilà, et de la curiosité. Donc voilà, je fais un appel. Moi, je veux bien faire du consulting. Il faut de l'expérience, donc il ne faut pas vivre chez soi devant son ordinateur. Il faut sortir, rencontrer les gens, voyager, se balader, militer pour ceux pour rencontrer des gens différents, et puis raconter l'expérience et ne pas faire les scénarios selon des codes convenus. Je dirais que maintenant, ils ont tous les moyens de s'exercer, ceux qui veulent vraiment faire ce métier, comme ça se fait maintenant, qu'ils fassent leurs films, mais qu'ils apprennent, qu'ils regardent. Je leur dirais bon courage.